Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal au sommaire. 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Selon le chiffre officiel, près de 52 000 personnes vivent actuellement avec ces virus dans le pays, dont 28 000 nouvellement infectés. En RDC, cette journée a été marquée par un appel fort à la solidarité, à l'équité dans l'accès aux soins et à la fin de la stigmatisation. Les commerçants ont observé une grève générale pour protester contre les tracasseries administratives ainsi que la multiplicité des impôts et taxes jugées excessives, un mouvement de ras-le-bol qui remet en question la pression fiscale dans cette région enclavée. Et enfin, la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA a été officiellement ouverte le dimanche 30 novembre. Ce concours lancé par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'inscrit dans la vision du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique congolaise. Nouveau mois, nouvelle semaine, bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur la télévision numérique. Nous commençons par cette nouvelle, par cette grande actualité. La RDC, via le ministère de la Santé publique, a annoncé ce lundi 1er décembre la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Kasaï. Aucun nouveau cas n'ayant été signalé durant le 42 jours écoulés depuis la rémission du dernier patient, le 19 octobre 2025. Au nom du gouvernement et en tenant compte de tous les indicateurs scientifiques et opérationnels attestant que la chaîne des transmissions du virus a été rompue, le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, déclare officiellement la fin de la 16e épidémie d'Ebola en RDC. La riposte rapide et coordonnée menée par le ministère de la Santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis toujours en actualité et en santé, bien sûr, 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida en République démocratique du Congo. Elle a été marquée par un appel fort à la solidarité et à l'équité dans l'accès aux soins et à la fin de la stigmatisation. Selon les chiffres officiels, près de 52 000 personnes vivent actuellement avec le VIH dans le pays, dont 28 000 nouvellement infectés. Et lors de la cérémonie organisée par le programme national multisectoriel de lutte contre les sida, PNMLS, les autorités du pays ont réaffirmé leur engagement à bâtir une génération sans VIH d'ici 2030 grâce à une riposte inclusive, préventive et nationale. C'est un reportage signé Anita Modi et Olivier Abedi-Fumer. Stop à la stigmatisation de personnes vivant avec le VIH-Sida. Unissons plutôt nos efforts pour lutter ensemble contre cette pandémie. C'est en ces mots que le secrétaire exécutif du PNMLS a ouvert la cérémonie des commémorations de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida ce 1er décembre 2025 dans l'enceinte du bâtiment du programme national multisectoriel de lutte contre le sida à Kinshasa. Nous voulons une riposte portée par les communautaires, soutenue par la science et guidée par l'espoir. Quel espoir, celui d'atteindre ensemble une génération de sida, sans sida d'ici 2030. Placé sous les thèmes internationaux, surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida, cette journée des mémoires et solidarité est célébrée en RDC sous le thème national une riposte équitable pour une RDC sans VIH-Sida d'ici 2030. À ces jours, le pays compte environ 52 000 personnes vivant avec le VIH et 28 000 personnes infectées. Oui, une génération sans ces virus est possible, mais cela exige un engagement collectif, un accès équitable aux soins et une réponse nationale renforcée. Derrière chaque statistique se cache une vie, une famille.
personnes vivant avec le VIH qui continuent de faire face à la stigmatisation, aux discriminations et aux défis quotidiens. Leur courage est une leçon pour nous tous. Des séances de sensibilisation au dépistage sont organisées car prévenir et se faire dépister régulièrement contre le VIH-Sida, c'est réduire considérablement le risque de contracter et de les propager. Dans cette optique, des témoignages inspirants de personnes vivant avec le VIH ont également été partagés, rappelant que vivre avec le virus n'est pas une fatalité. Je me lève aujourd'hui pour dire haut et fort, une personne sous traitement ne transmet plus le virus. Pourtant, la sérophobie, les préjugés et l'injustice existent. Mon combat, c'est éduquer pour déconstruire les mythes. Le VIH égale sida, le VIH égale cancer. Le vrai courage, c'est de connaître son statut et enfin dire stop au sida. Le virus ne tue pas, mais l'ignorance si. C'est faire dépister, c'est se protéger et protéger les autres. Et puis 4029 personnes atteintes du VIH-Sida figurent sur la file active en zone de santé de Béni à ce 1er décembre 2025. Ces chiffres ont été révélés par Damien Kambali, infirmier superviseur en charge de la surveillance épidémiologique dans la zone de santé de Béni. Au regard de la situation épidémiologique, les personnels soignants a encouragé le dépistage volontaire et annoncé des avancées dans la lutte contre cette pandémie. C'est ce que nous dit ici Merveille Calmer depuis Béni. La plupart de ces 4029 personnes atteintes de VIH en zone de santé de Béni sont celles dont l'âge varie entre 25 et 49 ans, selon notre personne ressource. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 4029 malades sur la file active, parmi lesquels 2618 femmes et 1411 hommes. La tranche d'âge la plus touchée, c'est de 25 à 49 ans, où nous avons 1940 malades sous ARV, suivi de la tranche d'âge de plus de 50 ans, avec 968 malades qui sont en train de prendre les ARV. Pour Héritier Lusimba, du groupe des jeunes engagés dans la lutte contre le sida JEXI, ces chiffres sont une raison de plus pour encourager le dépistage, surtout avec les mouvements des populations en province suite à l'insécurité. Quelqu'un qui quitte Goma pour Béni, alors qu'il ne savait pas son état sérologique, il va s'exposer et il va exposer les autres. L'insécurité est dans les deux sens. Donc on est le 1er décembre. C'est cette journée du 1er décembre, c'est une journée qui doit appeler tout le monde à revenir à la conscience. En arrivant en ville de Béni, il faut passer se faire dépister. Tout en encourageant la bonne fidélité chez les mariés, l'abstinence chez les célibataires et l'usage correct du préservatif en cas de force majeure, le docteur Nikes Maté, responsable du programme national de lutte contre le sida dans le Grand Nord Kivu, note des avancées dans le secteur. Nous avons des moyens qui nous permettent aujourd'hui d'espérer à la réalité d'une génération sans sida. Les parents peuvent être séropositifs et obtenir des enfants négatifs. Et aujourd'hui, même les couples qui sont sérodifférents ou discordants peuvent continuer à rester discordants avec les médicaments. Notons que la garde a semblé baisser dans la lutte contre le VIH-Sida lors de la riposte contre Ebola et Corona dans la zone. Béni, Merveille Calmer pour Digital Congo. Toujours en santé, mais cette fois-ci, ce sont les prestataires de santé au sein de structures médicales d'Ouvira qui durcissent leur mouvement de grève. Ils sont en sitting devant les bureaux de la division provinciale de la santé du Sud Kivu, située dans l'enclos même de l'hôpital général des références d'Ouvira. Depuis 12 jours aujourd'hui, ils sont une centaine d'infirmiers en provenance de la structure médicale étatique qui y passent la nuit afin de faire entendre leur voix auprès de responsables du secteur. Et d'après le représentant des infirmiers titulaires, Ndougou Olivier, ils envisagent quitter ces lieux le jour où le gouvernement répondra à leurs revendications. Et pour rappel, avant d'entamer ce mouvement de grève, ces infirmiers avaient commencé par une marche pacifique le 3 novembre 2025 dernier.
Et de retour à Kinshasa, le député provincial Aubin Mokano Isukama a déposé une correspondance le vendredi 28 novembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour demander l'interpellation du gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Cet élu provincial veut un éclaircissement sur plusieurs aspects dans la gestion de la ville de Kinshasa, notamment sur l'insalubrité ainsi que la mobilisation des recettes de la ville qui a passé de 5 millions minimum à 2 millions sous Daniel Bumba. Et les députés Aubin Mokano a été joint ici au téléphone par Trésor Goudia. Je vous propose de l'écouter. Il est l'heure à l'interpellation du président de la République suite à l'état dégradant de la ville de Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, Kinshasa est comme une secteur. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect illégal aux recettes de la ville qui est en train de baisser, on ne sait pas les raisons. La DGRK qui mobilisait à l'époque 5 millions, actuellement 5 millions minimum à l'époque. Actuellement, il mobilise que 2 millions. Même pour le GP qui a régression aussi de recettes là-bas. Il nous avait promis un budget de 10 milliards 900 millions de dollars. Alors, cette grande surprise, la première année, il a fait que 53 millions. Même pas le 1/5 de ce qu'il avait promis. Donc, les 53 millions représentent à peu près 0,004% de recettes qu'il devait mobiliser pour atteindre 10 milliards. Et de ces faits, on s'est dit, avec l'émission de contrôle de VPM ainsi que le directeur du cabinet du président de la République, on est aussi interpellé à notre niveau pour savoir que l'Assemblée provinciale doit jouer son rôle. C'est dans ce sens-là que nous avons demandé à ce que le gouvernement vienne nous éclairer un peu sa gestion par rapport à l'insalubrité de la ville et aussi sa gestion par rapport à sa politique générale illégale aux baisses des recettes de la ville. La première fois, il s'est échappé en disant que la question orale, on devait poser la question au ministère sectoriel. Cette fois-ci, je crois bien que même le VPM, même le directeur du cabinet, lui adresse les invitations de l'essence de comprendre la gestion qui se passe par rapport à la ville. Il faudrait noter cependant que la gestion de la ville, ce n'est pas une gestion familiale, ce n'est pas une gestion, personnelle. Les responsables doivent comprendre qu'ils ont une redevabilité vis-à-vis du contribuable congolais qui paye ses taxes. Et de cet aspect, il est obligé de venir se justifier par rapport à la gestion de l'argent qu'il a reçu. Et puisqu'on y est, parlons-en. Qu'en est-il réellement de la gestion de la ville province de Kinshasa par le gouverneur Daniel Bumba? Et après son interpellation à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, plusieurs Kinois pensent qu'il faut lui laisser encore du temps avant de l'évaluer. Les autres, par contre, jugent son bilan pratiquement négatif par rapport aux précédents dirigeants. Ils sont tous ici au micro de Trésor Goudia et de Josué Mazoa. Suivez. D'abord, je félicite l'Assemblée provinciale parce que c'est leur travail. C'est normalement, il faut que, si on voit que rien ne marche pas, il faut interpeller le gouverneur. Maintenant, concernant la gestion des villes de Kinshasa, bon, il y a un peu 50%, il y a des chantiers partout. Même si c'est financé par le gouvernement central, mais normalement, il y a des chantiers partout. Il y a des routes, il y a un peu beaucoup de choses qui viennent de se passer. D'après moi, je trouve que c'est positif parce qu'il a monté la volonté. Vous voyez, entre autres, il y a des routes parce que c'est partout il y a des chantiers. Mais s'il y a d'autres choses internes entre la gestion de la province et puis l'Assemblée provinciale, là, nous n'avons pas de réalité sur ça. Bumba n'a rien fait. Par rapport au débat, les vieux Kikuta, même je Gouvela, voilà, vous voyez. Mais il faut et ça dans ma casse pour la ville la plus chose à Malam. Pour moi, ce n'est pas du tout bon. Par rapport à ce que nous sommes en train de voir actuellement, les inondations, les immondices partout dans la ville, vraiment je n'apprécie pas ça. Il doit encore travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans la ville, les embouteillages qui ne cessent pas. Hein? Donc s'il plaît tout simplement, comme on est en ville ici,
pour regagner les maisons, c'est tout un problème. La gestion des villes ce n'est pas bon. Et il y a un slogan qu'il nous avait apporté, que Kinshasa et Zoboma. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons rien vu. Au contraire, Kinshasa et Zoboma. Pour moi, il faut encore donner de la chance, en fait, qu'ils puissent travailler. Comme ça, on va évaluer à la fin. On a vu la gestion du gouverneur Kimuta, on a vu notre gouverneur qui vient de passer. Bon, pour moi, on peut encore lui donner au moins ce mandat ici. On puisse voir à la fin. Et à ce moment-là, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, ou comment l'évaluer. Quittant Kinshasa, direction Lodja dans la province du Sankuru, où l'atmosphère était inhabituelle ce lundi. Boutiques fermées, marchés déserts, les commerçants ont observé un mouvement de grève générale pour protester contre les tracasseries administratives ainsi que la multiplicité des impôts et taxes jugées excessifs. Un mouvement de ras-le-bol qui remet justement en question la pression fiscale dans cette région enclavée. Je vous propose de suivre la colère de ces commerçants dans un extrait choisi pour vous par Josaphat Ngoma. Nous sommes réunis ce matin pour déplorer le comportement de la DGA Sankuru. Les commerçants sont en train de payer les impôts et taxes. Il n'y a même pas 1 kilomètre de route asphaltée. Les commerçants vous souffrent comme dit jamais vu. Et puis, le mois de décembre, ils se sont réunis pour faire des bouclages. Alors les villageois se trouvent dans la possibilité d'accéder au centre-ville de Lodja pour venir payer nos marchandises. Alors il y a des marchandises qui s'achètent que le mois de décembre. Alors qu'est-ce que nous allons faire avec ces marchandises sur le mois de décembre passé? Alors les commerçants disent non et non au bouclage et aux impôts et taxes pendant le mois de décembre. Nous exigeons à la DGRCA de revoir ses taxes et impôts parce que nous sommes en chômage. Les commerçants ne sont pas des esclaves. C'est le message essentiel que nous lançons aux autorités et à toute la République. Cette fin d'année, nous souffrons comme pas possible avec tout ce qui est comme taxes et impôts. D'une protestation à une autre, la population de la cité de Kasongo-Lunda était dans la rue ce lundi dans la matinée pour réclamer la reprise des travaux de la centrale photovoltaïque exécutée par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle. En même temps, cette jeunesse dénonce la lenteur des travaux lancés dans le cadre du programme 145 territoires. Dans un mémorandum déposé auprès de l'administrateur du territoire de Kasongo-Lunda, elle interpelle l'autorité. Commentaire de Papillou Boboui sur les images de Guélor Ndonda. Suivez. Trop c'est trop, clame ce jour la population de Kasongo-Lunda, ce territoire enclavé de la province du Kwango. Ce lundi matin, à l'appel du conseil territorial de la jeunesse, la population de la cité de Kasongo-Lunda était dans la rue pour dénoncer l'abandon dont est victime leur territoire de Kasongo-Lunda. Aujourd'hui, il n'est pas facile d'atteindre cette cité, faute de route qui n'existe presque plus. Le projet 145 territoires, démarré avec pompe, n'a donné aucun résultat dans cette contrée. Et comme si cela ne suffisait pas, les travaux de la centrale photovoltaïque se sont arrêtés sans raison valable. De l'incompréhension pour cette population qui, à travers un mémorandum déposé auprès de l'administrateur du territoire, fait entendre sa voix. Nous avons constaté sur le terrain un arrêt de travaux par la société ANSER et une lenteur pour les autres projets, aidant une branche spéciale de la société civile, décidant ce qui suit. Que tous les contrats signés avec toutes ces sociétés qui exécutent ces travaux sur terrain soient résiliés sine die, c'est-à-dire sans délai. En guise de conclusion,
tenez la présente déclaration comme un mémo à transmettre à la plus haute hiérarchie du pays. Une démarche citoyenne saluée par l'administrateur du territoire de Kasongo-Lunda qui promet de faire rapport à sa hiérarchie. Je ne peux que vous remercier, vous encourager pour l'esprit de citoyenneté et de suivi des projets qui doivent booster le développement de notre territoire. La population de Kasongo-Lunda, à travers le Conseil provincial de la jeunesse, promet d'autres manifestations si rien n'est fait dans l'entretemps. Tout à fait autre chose dans ce journal. La Banque centrale du Congo est désormais à la tête du bureau sous-région Afrique centrale de l'Association des banques centrales africaines, ABCA, en sigle ce pour l'exercice 2025-2027. C'était à l'issue de la tenue à Yaoundé au Cameroun de la 47e réunion annuelle de l'organisation. Il faut toutefois signaler que cette réunion a été organisée par la Banque des États de l'Afrique centrale en collaboration avec le secrétariat exécutif de l'ABCA. Lors de ces séjours camerounais, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a aussi participé au symposium de gouverneurs des banques centrales d'Afrique. Je vous propose de suivre. En présence de André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, Yaoundé, capitale du Cameroun, est la ville qui a abrité en ce mois de novembre 2025 la 47e réunion annuelle de l'Association des banques centrales africaines, ABCA. Cette 47e réunion ordinaire du Conseil des gouvernements sur 53 ont atteint les 5 critères de convergence microéconomique de premier rang, tandis que 3 pays seulement ont satisfait aux 3 critères de convergence de second rang. Face à cette situation, le Conseil a invité les sous-régions de l'ABCA à mettre en œuvre leur feuille de route visant l'harmonisation du cadre de politique monétaire et à présenter l'état d'avancement des actions menées lors de la réunion du bureau prévue en mars 2026. Désormais à la tête de la sous-région Afrique centrale, la Banque centrale du Congo, institution monétaire de la République démocratique du Congo, à travers son numéro 1, André Ouamesso, prend les commandes pour l'exercice 2025-2026. Ce, à travers une nomination qui constitue une reconnaissance majeure du leadership de son gouverneur et le rôle stratégique de la Banque centrale du Congo dans la région. Cette responsabilité confère à l'Institut des missions une responsabilité centrale dans l'orientation et la coordination des travaux sous-régionaux en amont de la 48e réunion annuelle qui va se tenir au Kenya en mars 2026. Il faut noter que André Ouamesso a aussi participé sur place au symposium des gouverneurs consacré sur le thème changement climatique et stabilité macroéconomique, rôle des banques centrales. Les échanges ont mis en évidence la nécessité pour les banques centrales de repenser leur stratégie en intégrant pleinement les enjeux climatiques. Et puis le vice-premier ministre, ministre en charge des transports et de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé ce lundi la cérémonie des signatures du contrat de concession. Contrat des concessions du port sec des Kasumbalesa entre le directeur général William Kazumba et son homologue du consortium sud-africain Yellowstone. Un pas en avant vers la concrétisation de ces grands projets dont les premières études remontent vers les années 2005 mais qui a connu plusieurs phases de relance et interruptions. On paraphore ces contrats en présence du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo. L'OGFREM, comme autorité contractante, s'engage à confier au consortium Yellowstone, à travers ses partenariats publics-privés, le droit exclusif de développer, financer, construire, exploiter et entretenir un port sec moderne au poste frontalier des Kasumbalesa dans le Haut-Katanga pour un coût global de 599 874 millions de dollars américains. Salué par les patrons de la tutelle, ce projet port sec des Kasumbalesa est conçu comme un centre logistique moderne interconnecté aux différents modes de transport visant à assurer la manutention, le stockage, l'inspection réglementaire et les dédouanements des marchandises faisant l'objet d'échanges internationaux. Véritable prolongement terrestre de ports maritimes desservant la République démocratique du Congo, ces ports secs des Kasumbalesa répondra, d'après les DG William
Kazumba aux normes internationales en matière de traitement de fret grâce aux infrastructures logistiques de pointe. Et pour arriver à ces niveaux d'engagement avec les partenaires du consortium Yellowstone, il n'y a qu'un seul secret. On ne peut pas construire un pays sans accompagner la vision du chef avec ce genre d'infrastructure. Parce que tout passe par là. Tout passe par là. Les logistiques de transport, c'est vraiment la colonne vertébrale du développement d'un pays. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a pour sa part réitéré son engagement à s'impliquer davantage pour garantir la validation de ce projet par le gouvernement afin de procéder au lancement des travaux. Une phase opérationnelle dont la durée est estimée à 20 mois à partir de janvier 2026. Et puis l'actualité, c'est aussi le lancement du séminaire d'information et de sensibilisation relatif au projet de mesure de la performance douanière intervenu ce lundi 1er décembre à Kinshasa. Par ce séminaire, la Direction générale des douanes et accises que dirige Bernard Kabessé Moussangou entend améliorer la gouvernance de cette régie financière par la transparence et l'efficacité dans la mobilisation de recettes publiques. Bénédicte Ndébé, Timothée Pierre-Boullard. C'est un cap important que vient de franchir la Direction générale des douanes et accises au regard de ses attributions, en l'occurrence protéger l'économie nationale, faciliter le commerce international, sécuriser les frontières nationales et assurer la collecte optimale des recettes douanières et accises. Pour le directeur général des douanes et accises, ce séminaire d'information et de sensibilisation sur le projet des mesures de la performance douanière illustre son engagement à améliorer l'efficacité et la transparence des opérations douanières. Bernard Kabessé Moussangou a énuméré les 3 principes clés de ce projet, à savoir la transparence, l'efficacité et l'amélioration continue. Mesdames et messieurs, le projet de mesure de la performance douanière repose sur les 3 principes clés, à savoir la transparence, l'efficacité et l'amélioration continue. En mettant en place des indicateurs de performance clairs et mesurables, la DGDA sera en mesure d'évaluer sa performance en identifiant les axes de progrès et les bonnes pratiques douanières. Ceci nous permettra bien sûr non seulement de mobiliser les opérations douanières, mais également de renforcer notre capacité à rendre compte et à justifier nos actions. Avec l'intégration de Sidonia et du projet Azipem, le patron de la douane congolaise reste formellement convaincu que ce séminaire marquera le début d'un nouveau chapitre sur l'amélioration de la gouvernance de la DGDA par la transparence et la responsabilité des actions quotidiennes. Pour la coordonnatrice Sidonia Knussed, cet outil est une véritable infrastructure complète et éprouvée au service d'une administration douanière moderne, performante et souveraine, répondant aux besoins stratégiques de l'État. Ce séminaire a été également marqué par la remise des brevets aux participants qui ont suivi la formation sur l'utilisation de l'outil Sidonia. Dans cette nouvelle, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, qui informe les médias que Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, son mandat est arrivé au terme et a quitté la République démocratique du Congo le dimanche 30 novembre 2025. La mission tient également à exprimer sa profonde gratitude envers Bintou Keïta pour son dévouement, son leadership et son professionnalisme exemplaire. Sa vision et son action ont marqué de manière significative le travail de la MONUSCO et laisseront une empreinte durable au sein de la mission comme auprès de ses partenaires. Et puis on prend cette information, comme vous l'avez suivi au sommaire, lancé le dimanche 30 novembre 2025, le concours national d'entrée de la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA a été officiellement ouvert par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Ces concours s'inscrivent
dont la vision du réajustement qualitatif et compétitif de l'administration publique congolaise, avec pour objectif de doter de l'État d'un personnel plutôt performant, moderne et mieux outillé. Dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique congolaise, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a lancé ce dimanche 30 novembre 2025 le concours national d'entrée de la 10e promotion de l'École nationale d'administration ENA en cycle. Déjà, parce que la République vous appelle, vous êtes à la rencontre de votre destin. 11 000 candidats répartis sur toute l'étendue du territoire national avoir répondu présent à cet appel, signe de l'intérêt croissant qu'il suscite aujourd'hui une fonction publique en pleine transformation. Aujourd'hui, avec Constance, nous venons de lancer ces recrutements au niveau de l'ENA pour le test écrit. Et au moment où nous sommes ici à Kinshasa, le même exercice est en train de se faire partout à travers nos provinces, au niveau de chaque chef-lieu, en ce compris pour les provinces de l'Est. Nous avons ainsi voulu accorder toutes les chances à tous les enfants, toutes les filles et tous les fils de la République, en tout cas celles et ceux qui souhaitent servir l'administration publique, servir l'État à travers la fonction publique. À l'occasion, Jean-Pierre Liao a salué la forte participation des femmes ainsi que de personnes vivant avec handicap, soulignant l'engagement du gouvernement en faveur d'une administration inclusive et équitable. Ce recrutement basé exclusivement sur les concours vise à garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens. Une administration ambitieuse qui s'inscrit dans la vision d'une fonction publique moderne, compétente au service de l'État et des citoyens. Rendons-nous à Béni où 15 étudiants viennent d'être définitivement exclus de l'université officielle des Semuliki, Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, et selon la décision rectorale numéro 019 du 1er décembre 2025 signée par le professeur ordinaire Jean-Baptiste Ndavaro, les exclus se sont plongés dans la pratique de bleusailles pourtant interdite par les textes légaux. Nous vous proposons de le suivre ici dans ce propos recueilli pour vous par Merveille Kelmer. Cette décision d'exclusion intervient après un incident de bleusailles organisé au site de Kolo, campus de l'UOS, qui a même nécessité l'intervention des éléments de l'ordre pour calmer la situation. À l'issue de la réunion urgente du comité de gestion, élargie aux représentants des corps, voici la décision qui ressort. Professeur ordinaire Jean-Baptiste Ndavaro, recteur de l'UOS. Nous venons de prendre une décision qui exclut définitivement ces étudiants de l'université officielle de Semuliki. Il y a même parmi ces gens-là quelques-uns qui étaient en train de finir leur année, venaient de présenter leur mémoire de fin d'études, et nous avons même annulé les résultats qu'ils ont pu obtenir et les exclure en même temps. À part cette décision d'exclusion, d'ici nous allons porter plainte à la justice tout à l'heure pour cela, parce que ce sont des choses que nous ne devons plus tolérer. Je voudrais informer à tous ces étudiants-là que j'appelle des bandits que j'irai même jusqu'à la perte de ma vie pour lutter contre cette pratique de la bleusaille. Après tout, c'est une pratique vraiment qui va à l'encontre du droit de l'homme. Parmi les exclus figure le vice-porte-parole des étudiants de cette université. La même décision précise qu'il est interdit aux étudiants exclus de fouler leurs pieds au site de l'UOS. La brigade organisée par le comité estudiantin est également dissoute à l'université. À la suite de cet incident, à l'issue duquel quelques étudiants ont été blessés et plusieurs biens volés. Béni, Merveille Calmer pour Digital Congo. Et puis terminons en province éducationnelle Nord Kivu 2. Chaque lundi, il est devenu des coutumes la cérémonie de prestation de serment du citoyen, un exercice patriotique qui permet aux agents d'apprendre les notions de la nouvelle citoyenneté. Revenons donc sur l'ambiance de ce lundi 1er décembre 2025 avec notre permanent dans la région des Francilènes. Ce lundi 1er décembre 2025, ici au bureau de la direction provinciale Nord Kivu 2, ils ont répondu présents à ce rendez-vous, un premier rendez-vous du mois de décembre. À toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo. D'aimer et de respecter vos patriotes, de protéger les innocents et de promouvoir
direction provinciale Nord Kivu 2, du Cerny provincial, des antennes d'Inakopé Boutembo 1, Cerny Boutembo 1, Inspol primaire et secondaire Boutembo 1, de la sous-division Boutembo 1 et du Fonds de promotion de l'éducation et formation FPF Nord Kivu 2 ont été en face du directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Norbert Bissima-Baleke Mpaka. Le patron de la province éducationnelle est revenu sur les notions de l'éveil patriotique. Ces différentes notions passent par la sensibilisation des élèves et écoliers sur l'enseignement de l'histoire et de la géographie de la RDC, l'encouragement des langues nationales dans les écoles primaires. Cette pratique est devenue régulière au Nord Kivu 2 et est saluée par les participants à la parade de chaque lundi. Je suis très content que le prophète lui-même dirige cette cérémonie chaque matin et insiste beaucoup sur la présence de tous les agents de l'entourage et de la division provinciale de l'EPST Nord Kivu 2. Je la juge positive parce que je vois qu'on avait commencé avec une petite lanterne, mais aujourd'hui le nombre augmente par rapport au début. Ce même exercice est étendu dans les écoles et sous-divisions de l'UNC Nord Kivu 2. Et c'est par ici que se referme cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de Digital pour la télévision. Prenez soin de vous. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.